Bonjour Monsieur Kessler, vous êtes responsable pour les oléagineux chez Biofarm, une entreprise qui vise à accompagner les agriculteurs bio dans les cultures de niche, dans toutes les étapes, à partir de la planification, des semis jusqu'à la commercialisation, en passant par les étapes de transformation, de tri. Oui, oui, bonjour, monsieur Levasseur. Oui, je suis responsable depuis 9 ans pour le secteur agriculture de Biofarm. Oui, et D'accord. on fait ce travail soit de euh, commercialiser les cultures, mais aussi de conseiller les agriculteurs pour le choix de culture. Très bien. Et vous travaillez depuis donc, pas mal d'années à ce poste. Est-ce que vous observez une évolution en termes de possibilités pour les grandes cultures? Est-ce qu'il y a des choses qu'on ne pouvait pas faire avant, des cultures qu'on ne pouvait pas faire avant qui sont possibles maintenant en Suisse? Vous pensez au changement en termes de possibilités climatiques, n'est-ce pas? Climatique, exactement, oui. Parce qu'il y a aussi une évolution concernant le marché. Oui, 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 Ça, c'est un sujet différent, mais il faut un peu regarder les deux. bien sûr. Et concernant le climat, c'est clair qu'on voit qu'il y a plus de périodes de sécheresse, il y a une augmentation des températures, c'est clair. Et ça facilite la culture de millet. En plus, on voit aussi qu'on a multiplié le millet ici en Suisse et je pense, comme le millet est une culture un peu comme une mauvaise herbe, euh, elle s'est adaptée aussi dans toutes ces années de multiplication ici en Suisse. D'accord, donc elle est de plus en plus adaptée au contexte suisse, c'est ce que vous êtes Exact. en train de dire. D'accord. Ok. Et puis, quand vous pensez au millet, je sais qu'il y a différents types de millet. Il y a le millet perlé, le millet doré. Vous pensez surtout au millet doré, c'est juste ou... Oui, c'est le millet qui fait la panicule, non? Et qui est pas, il ne faut pas euh, euh, il faut pas craindre que c'est la même plante comme les mauvaises herbes, non? Oui, oui. Les mauvaises herbes, c'est clair, il y a aussi des problèmes, ça peut engendrer des problèmes dans la culture à suivre. Le millet, mais c'est surtout en fonction aussi du semis. Alors, si on fait une céréale d'automne après le millet, ça pose pas de problème. C'est seulement pour les cultures de printemps où ça va poser des problèmes, surtout pour ceux qui sont difficiles pour le tri. D'accord, très bien, merci. Puis, est-ce qu'il y a d'autres cultures qu'on arrive plus facilement à faire en Suisse qu'il y a 10 ou 20 ans par rapport au climat? C'est probablement, oui, je pense aussi un peu aux légumineuses, soit le soja aussi, non? Soit aussi les lentilles. Chez Biofarm, on cultive maintenant aussi des haricots qui ont aussi une bonne demande et je pense aussi le climat chaud convient bien aux haricots. D'accord. Pour ce qui est du tournesol, donc c'est pas nouveau en Suisse, mais c'est de plus en plus répandu, j'ai l'impression. C'est la même chose aussi pour le tournesol. Je pense qu'il y a, au passé, il y avait des sites où il y avait encore le brouillard, surtout en automne, qui a évité une bonne récolte. Et maintenant, le brouillard ne pose pas autant de problèmes comme au passé. Je pense aussi, par exemple, au pois chiche, une culture qui vient des climats méditerranéens ou encore plus chauds et qui sont même possibles de cultiver ici. Mais il y a aussi d'autres difficultés comme des ravageurs. Surtout aussi, on a observé des ravages, des attaques de ravageurs fortes dans des pois chiches l'année passée. En général, on peut dire que ces nouvelles insectes, ces ravageurs pourraient poser des problèmes au futur. D'accord. Pour ce qui est du blé dur, j'entends de plus en plus parler d'agriculteurs qui cultivent du blé dur avec à la clé une transformation en pâte alimentaire. Est-ce que c'est une culture qui se plaît en Suisse actuellement? Euh,
Oui, je pense, concernant l'effet climatique, on peut partir du principe que ça pourrait donner une chance, et c'est comme il y a les périodes de sécheresse au mois de juillet, ce qui est important pour la qualité des graines de blé dur. On a ces situations et ça favorise cette culture, mais il faut aussi voir, comme j'ai indiqué sur euh, la feuille, que c'est à voir si le consommateur suisse en grande échelle estime le blé dur suisse, issu de l'agriculture suisse, ou même issu de l'agriculture bio-suisse. Oui. Ouais. Parce que le blé dur, ça sème à peu près à la même période que le blé d'automne, un peu Oui, plus oui, tard. oui, Ouais. concernant la culture, il est très comparable, Mhm. mais on sait qu'il y a aussi des problèmes avec des maladies surtout dans des situations où le temps est plutôt suisse, non? Je pense Mhm. l'hiver passé avec toutes ces précipitations, c'était pas super favorable, mais probablement c'est encore plus important le temps dès la période de printemps D'accord, pour le blé dur. très bien. Et est-ce qu'il y a, on a vu dans d'autres interviews dans le cadre de ce cours, notamment avec Pascal Boivin, qui expliquait qu'un défi majeur pour l'adaptation au changement climatique dans l'agriculture, ça sera d'avoir des sols de bonne qualité, riches en matière organique. Pour ça, une des clés, c'est quand même de limiter le travail du sol de manière générale et surtout le labour. Est-ce qu'il y a des cultures qui permettent d'avoir des rotations sans labour, même en bio, ou de limiter le labour? Je pense là que il faut voir un peu la capacité des plantes pour supprimer les mauvaises herbes, non, soit par des effets allélopathiques ou soit par la masse foliaire avec laquelle ils peuvent supprimer les mauvaises herbes. Et dans ce contexte, je pense soit aux céréales, comme ici vous montrez ici le sarrasin, une plante, oui, qui couvre vite et qui couvre bien et qui n'est pas trop gourmand en azote. Et ça, ce sont des qualités, oui, qui peuvent permettre de renoncer à un travail de sol avec la charrue. D'accord. Mais il faut aussi voir toutes ces spécialités que nous cultivons chez Biofarm. C'est souvent la question comment la culture peut démarrer, non? Hmm. Après le semis. Et là, c'est souvent très important qu'on a peu de concurrence après le semis. Je pense au lin, je pense aux lentilles aussi. Et en plus, on a aussi le problème de envahissement de mauvaises herbes au stade de maturation, surtout dans le lin. Oui. Et ça peut aussi engendrer qu'on doit faire la fauche avant la récolte. Ça, c'est vraiment, ce sont des problèmes. Et souvent, les meilleurs producteurs utilisent quand même, par exemple, pour le lin, c'est la charrue, c'est un peu le travail de base, hein. Mais D'accord. il y a aussi des exemples qui démontrent qu'on a des bons rendements avec le Geohobel, par exemple, non? Cette Hmm. machine autrichienne qui est très appréciée chez des producteurs ici en Suisse alémanique. Je ne sais pas, D'accord. c'est probablement pas tellement le cas en Suisse romande. Je connais en tout cas deux producteurs qui travaillent avec, mais, OK, autour du lac de Neuchâtel, donc ça se développe. Mais, ouais. OK. D'accord. Puis vous parliez de céréales pour aussi limiter le labour. Vous pensiez surtout au seigle ou il y a d'autres céréales qui sont adaptées au non-labour? Bon, je pense aussi à l'avoine. Ouais. Ou à l'épeautre, surtout aussi, ça serait aussi possible de penser au blé, surtout au blé
qui ont une certaine hauteur. Ça veut dire euh, les variétés de Peter Quince, par exemple, mais on voit aussi bien avec l'avoine alimentaire qu'on sème déjà au mois de septembre que ça peut bien supprimer les mauvaises herbes. Mais c'est clair, il y a aussi des situations, surtout si on a, oui, des graminées, des adventices graminées, une pression forte, alors c'est pas recommandable de semer l'avoine parce que elle permet aussi à ces graminées de se développer bien déjà en automne. Oui, bien sûr. Et est-ce qu'à l'inverse, donc on a vu quelles étaient les possibilités ou les nouvelles possibilités en termes de culture, est-ce qu'à l'inverse, vous constatez qu'il y a des cultures qu'il est de plus en plus difficile de mener jusqu'à la récolte en Suisse, en lien avec le changement climatique, avec peut-être des périodes de sécheresse plus prononcées? Bon, nous, chez Biofarm, nous produisons pas tellement de maïs, non, parce que le maïs alimentaire, ça c'est une petite niche, non, soit pour la polenta, soit pour le popcorn, soit pour la production de taco chips. Mais je pense le maïs, comme il est gourmand, soit en eau et Oui. aussi en azote. C'est une culture, oui, qui a un futur limité, surtout aussi dans l'agriculture biologique, non, parce que c'est aussi les engrais de ferme qui limitent un peu cette culture. Oui. Et est-ce que vous le voyez être remplacé par potentiellement d'autres cultures, des sorgho par exemple? Exact, exact. Oui. Là, je vois vraiment une alternative pour le maïs d'ensilage. Mais il faut aussi voir un peu, par exemple, si on pense aux oléagineux comme le colza, où bon, les ravageurs étaient toujours le grand problème, le grand défi pour la culture du colza. Au futur, quand les pesticides seront interdits un jour, je ne sais pas, on verra comment ça se passe avec les votations. Euh, mais n'importe si on veut élargir la surface de culture d'oléagineux, il faut bien réfléchir. Est-ce que ce sera le colza ou ce sera pas mieux la caméline? Parce que la caméline, elle pousse comme une mauvaise herbe. Elle produit aussi une huile. C'est clair, elle a un rendement plus faible. Elle a aussi un rendement d'huile plus faible. Alors, on a besoin d'une grande surface pour remplacer le colza, mais quand même, c'est une huile aussi saine ou encore plus saine que l'huile de colza. Et c'est surtout possible sans pesticides. Euh, on ne va pas on n'aura pas ce problème avec les ravageurs comme on connaît du colza, non? Qui Oui, commence tout à fait. déjà avec les altises début de la culture. Mhm. Parce que vous ne pensez pas que le tournesol pourrait complètement remplacer la culture du colza en Suisse Oui, c'est là où on peut faire du tournesol, où le marché veut l'huile de tournesol, soit l'huile normale, soit l'huile HO, iolate. Mhm. C'est bien de le remplacer et c'est clair que c'est surtout aussi en agriculture biologique comme on peut bien gérer le désherbage dans le tournesol par rapport au colza. C'est bien de le remplacer, mais il faut aussi penser au consommateur et le consommateur préfère une huile avec un haut taux de oméga 3 et ça c'est pas le cas avec l'huile de tournesol. Oui. Par contre, avec l'huile de caméline, ça sera possible. D'accord. Mais c'est aussi, je vois aussi, il faut faire un grand travail chez le consommateur pour, pour, pour lui, pour lui expliquer tout ça. Oui, ouais, C'est pas toujours. seulement ici, dans ce cadre-là, où on s'adresse vers les agriculteurs. Mhm. On a brièvement évoqué avant le sorgho. Bon, on parlait plutôt de remplacement au maïs fourragé.
maïs d'ensilage. Est-ce qu'il y a aussi des sorgho qui se cultivent pour l'alimentation humaine qui pourraient être prometteurs ou... On avait fait, il y a 2 ans, un essai, mais on avait un échec total. Et les variétés cultes pour la récolte de graines sont tellement tardifs que c'est vraiment difficile de les cultiver d'ici. Il faut les semer tôt pour quand même les pouvoir récolter. Et souvent, si vous pensez en octobre de l'année passée où il y avait trop de précipitations, alors c'était pas possible de le récolter, non? D'accord. Ouais. Ou surtout dans la chaîne alimentaire, on avait aussi le problème avec les mycotoxines. Ah oui, d'accord. D'accord, je vois. Et le quinoa qui était assez à la mode il y a 2, 3, 4 ans, beaucoup de producteurs qui s'y sont mis. Est-ce que vous voyez toujours de l'avenir pour cette culture du quinoa? Oui, je pense que c'est une culture, du point de vue consommateur, c'est une culture intéressante, mais elle est énormément, surtout pour la culture bio, elle est énormément exigeante. Et aussi par rapport au climat. Il faut un peu penser aux sites de culture où on cultive le quinoa. C'est origine dans les Andes, non? Mais en Europe, les meilleurs succès sont faits dans les régions avec un climat influencé par la mer. Bon, D'accord. ça veut dire c'est dans l'ouest de la France, dans la vallée de la Loire, c'est en Belgique ou c'est en Danemark, c'est partout où c'est proche de la mer parce que le quinoa ne supporte pas des extrêmes de température, non? Mm. Quand c'est au-dessus de 20-25 degrés, la production des graines est, est arrêtée. D'accord. C'est un effet qu'on a bien constaté. Et oui, même aussi les Français, ça peut même arriver en France. Et ça, c'est pour eux aussi un facteur limitant. Mais quand même, ce sont des facteurs importants. Aussi, la période, non, il faut voir que, par exemple, les Français, ils commencent avec les semis au mois de février. Et Ah oui. ils terminent au mois de mars. Ça veut dire au mois d'avril, on ne sème pas de quinoa. Et ça, c'est quelque chose de difficile à expliquer aux producteurs suisses C'est en sûr. général. Ouais. D'accord. Et est-ce que vous pouvez vous représenter une rotation type en 2050? À quoi ça pourrait ressembler? Une rotation bien construite avec les nouvelles possibilités qu'on a? Vous avez une idée? Euh, je ne sais pas, c'est difficile de voir dans la boule de cristal, on dit Mm. chez nous. Euh, mais je pense il y a des règles qui seront aussi en vigueur en 2050. Ça veut dire changer une culture d'automne euh, avec une culture de printemps. Ça, c'est aussi, je pense, un facteur important pour limiter les problèmes avec les adventistes. Euh, et bon, je pense que les légumineuses deviendront aussi plus importants. Euh, et c'est clair que oui, il faut aussi, je pense, c'est aussi la flexibilité et sera aussi une vertu importante au futur, non? Ça veut Oui. dire si on sème, par exemple, une culture comme un colza en automne et on voit qu'il ne marche pas au printemps, alors
il faut le tourner, et il faut le remplacer par une autre culture. C'est un peu ça. Et en plus, oui, avec les insectes, comme j'ai déjà mentionné, ça sera aussi, je pense, un problème encore plus important. Et alors, il faut choisir des cultures qui seront tolérantes, où on ne connaît pas des problèmes avec les insectes. C'est un peu l'ensemble, le marché, les ravageurs, la situation actuelle. Ça exige beaucoup de flexibilité et d'ouverture de côté des agriculteurs. Et par rapport à ça, par rapport à la minimisation du risque et la flexibilité, est-ce que vous voyez pas un grand avenir pour les cultures associées alors? Dans le sens que si une culture prend le dessus en fonction du contexte climatique de l'année, on diminue énormément le risque et on n'a pas besoin de labourer le colza si on l'a associé. Ah oui, je pense, les cultures associées, là, vous avez tout raison, non, que la culture associée diminue beaucoup le risque, non, dans un hiver fort, par exemple, un orge-pois, et les pois meurent pendant l'hiver, alors on a encore l'orge, où on peut aussi mélanger les pois avec la caméline, soit pour suppression des mauvaises herbes, soit pour culture tuteur, soit pour diminuer le risque, c'est sûr. Mais ça va aussi exiger de côté des centres collecteurs qu'ils soient prêts pour la prise en charge de toutes ces récoltes, et qu'ils maîtrisent le tri, le séchage, le stockage de ces différents lots qui entrent de côté des producteurs. Et ça, c'est aussi un facteur par le moment qui est très limitant pour le de côté des agriculteurs qui sont toujours tout à fait ouverts pour une culture associée, mais si c'est pas possible de la livrer chez un centre collecteur, alors oui, c'est ça le facteur limitant. Je vois bien. Dernière question, est-ce que vous voyez au-delà des grandes cultures du potentiel dans l'agriculture suisse, donc je pense soit au maraîchage, à l'arboriculture, enfin à l'arboriculture fruitière ou aux noix. Est-ce que vous voyez un gros potentiel en lien avec le changement climatique? Euh, oui, c'est aussi bien imaginable. On avait aussi un succès déjà avec la vente de kakis séchés du Tessin, par exemple. Je sais qu'il y a aussi autour du lac Neuchâtel des producteurs d'amandes, ou aussi des kakis, d'abricots, tout ça. Euh, mais je pense encore juste pour les arboricultures, c'est encore plus risqué, non? Si tout va bien pendant 3 ans et tout d'un coup, on a un hiver avec un gel fort, et il tue tous les arbres qu'on a plantés. Alors, c'est le risque est encore plus grave pour ces arboriculteurs. Et pour cette raison, oui, le changement climatique, il donne toujours souvent un temps qui n'est pas fiable, Oui. et qui n'est pas stable, et qui peut, oui, qu'il faut faire face, non, à ce risque. Oui, ouais, c'est sûr. Ok, très bien. Je vous remercie, Monsieur Oui, Kessler, merci d'avoir à vous. répondu à nos questions.